toute première télé. À l'époque, je faisais des scènes ouvertes dans des pizzerias. Et je jouais notamment avec Kev Adams. On était payé à la pizza. Je m'appelle Redouane Arjan. Et je suis humoriste, comédien, musicien. Aujourd'hui, tu es venu sans ta guitare? Pas rien de caché. On appréhende en se disant est-ce que déjà le public va être au rendez-vous, est-ce que l'univers du spectacle il va fonctionner, est-ce que ce que je fais c'est bien, voilà, on se pose tout un tas de questions. Mais après il y a la satisfaction de se dire que ça fait plaisir de pouvoir jouer en dehors de chez soi et puis de se rendre compte que le spectacle il peut avoir une vie en dehors de son petit cocon, quoi. Mon personnage, je pense que c'est le genre de personnage qu'on peut pas vraiment qualifier, qu'on peut pas vraiment enfermer, quoi, dans une case. C'est un personnage très vu qu'il a la particularité de dire tout ce qui lui passe par la tête. Pour moi déjà un humoriste c'est une personne qui observe son époque, qui observe son temps. Et mon personnage c'est un mec qui s'il le disait pas sur scène, ce qu'il dit, il le dirait dans un journal de bord. Et donc ça n'aurait aucun sens, ça serait ça serait journalier. Donc mon personnage il peut du jour au lendemain ressentir tel truc, le lendemain tel truc, il est jamais le même. Donc je dirais c'est une éponge, si je devais le qualifier. C'est une éponge. Il absorbe toutes les énergies, ce qu'il ressent et il l'exprime à sa façon, quoi. Ouais, je pense qu'à un moment donné, l'un empiète sur l'autre. Ouais. Je pense que je deviens un peu, ouais, oui. Ouais, c'est indissociable. Mais déjà, je pense que l'humour, je pense qu'une blague, c'est déjà raconter une histoire, c'est déjà une musicalité, quoi. C'est déjà un rythme. Et je pense qu'en musique c'est pareil, quoi. Quand il n'y a pas le rythme, quand il n'y a pas de groove en musique, il n'y a pas de mouvement de tête. Donc c'est pareil dans une blague, quoi. S'il n'y a pas le groove et s'il n'y a pas le rythme, il n'y a pas le. Déjà ça c'est le premier rapport avec la musique. Et le deuxième c'est que je m'accompagne sur scène avec une guitare ou un piano parfois. Parce que je pense que c'est plus stylé déjà. Et puis parce que c'est culturel aussi, je pense. Moi je viens d'Afrique du Nord, on s'accompagne pas mal aussi d'instru pour raconter des histoires. Et puis surtout, au début c'était un camouflage, je me cachais derrière la musique. Et maintenant ça fait partie du show, dans le sens où j'écris des chansons, pas forcément drôles tout le temps, mais en tout cas j'écris des chansons. Et je les défends dans un spectacle d'humour parce que je pense qu'on peut raconter plein de choses en chanson pour soutenir une image humoristique. En fait, cette série, elle est née d'une... je faisais les premières parties d'Oxmo Puccino. Et avec Ox, on s'est regardé, on s'est dit mais ce serait tellement mortel de faire une série sur les coulisses de ta tournée, c'est-à-dire le bus tour sur 2 étages avec ses musiciens, son équipe technique, ses régisseurs, les fans à la sortie des concerts, les moments de solitude après le concert, avant le concert. Je trouvais ça intéressant de parler de ça, mais pas de le filmer simplement, quoi. Donc du coup j'ai inventé un personnage qui est une espèce de journaliste de rock complètement pourri, complètement flingué, qui est dépassé par tout et et son rédacteur en chef lui impose, lui dit le rock c'est mort, c'est fini, maintenant il faut aller sur le rap, tu vas aller suivre la tournée d'Oxmo. Et du coup c'est ce journaliste et Oxmo qui se rencontrent et qui partent en tournée ensemble. Ouais, pas forcément, mais peut-être inconsciemment, mais
mais vu que moi je viens du Jamel Comedy Club, on pourrait croire, mais pas forcément. Non, ce qui m'a inspiré, et puis surtout là, c'est les réals, hein, c'est Ken et Ryu qui ont réalisé la série, qui ont déjà fait En passant pécho. Donc eux déjà, c'est des gars, ils savent réaliser. Et surtout, non, je pense que les références, elles sont anglo-saxonnes, tu vois, espèce de les séries comme The Office. Je sais pas si tu connais, où c'est des interviews d'employés dans une entreprise, et il y a un gros malaise en permanence, il y a des malaises de Godin, donc c'est un peu de ces influences-là, quoi. Mais après, on a créé des personnages qui sont tellement atypiques que quelque part, là, une fois que tu les filmes, ces types-là, ça suffit à te donner l'impression que, attends, c'est vrai, c'est pas, enfin, mais oui, il y a des références comme ça, quoi. Écoute, ça s'est fait un peu naturellement, c'est-à-dire que le producteur avec lequel on travaillait déjà avec eux, on a fait une première rencontre, ça s'est passé, il y a eu un bon feeling, et puis moi je leur ai pitché un peu le truc, et puis après on est parti en écriture sur tous les épisodes. Ouais, c'est une bonne question. Je pense que là, c'est une grosse caricature du bonhomme, tu vois. On caricature la bêtise du gars, tu vois. Mais en même temps, son rédacteur en chef, il lui demande de ramener du scoop, quoi. De ramener de la merde, tu vois. Il lui dit, il faut que tu ailles creuser pour montrer vraiment. Donc le gars creuse. Et je pense qu'effectivement, on pourrait faire une comparaison avec ce qui se passe aujourd'hui dans les médias. Je pense qu'il y a de moins en moins de journalistes qui prennent le temps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec Internet, on traite les infos très rapidement, trop rapidement. On n'a plus de... On conscientise de moins en moins l'information. Antonin Artaud, il disait un truc, la surinformation crée la désinformation. Et je pense que là, c'est de plus en plus compliqué d'avoir des... Là, on est dans une course au scoop. On veut du scoop à tout prix. TMZ, on veut de la fausse info. On balance de la fausse info. On crée des stars du jour au lendemain. On crée des trucs. Il n'y a plus de le prisme entre la réalité et la ouais. Est-ce que justement ça Je suis parti en youk. C'est moi qui est parti en vrille tout seul dans la réponse. Ouais. Ah ouais, bien sûr, mais même pas que pour la société, pour la vie future, pour la vie tout court, quoi, en fait. C'est-à-dire que l'être humain, on est quand même le seul animal capable de pouvoir penser. Donc si on se met à arrêter de penser, si on se met à arrêter d'être ce qui nous différencie, ben on va à notre ruine, en fait. Les Anglais, déjà, c'est... déjà, moi, mes références humoristiques, elles sont anglaises. Donc moi, quand je vais jouer là-bas, dans ma tête, je suis un Anglais. Tu vois, je viens, je me dis, je suis anglais. Donc non, au contraire, c'est pas mieux ou moins bien, mais en tout cas, je me sens aussi bien quand je joue en France qu'en anglais, attention. Mais c'est sûr que de jouer dans une autre langue, c'est une autre musicalité. Les punchlines, elles s'arrêtent, les chutes ne sont pas pensées de la même façon. Et le rire, du coup, n'est pas le même. Donc, mais c'est un kiff. Hein. Mais justement, est-ce que tu as les mêmes facilités alors ? Bah, c'est un autre travail. C'est-à-dire que moi, de toute façon, tout ce que je dis sur scène, je l'écris. Donc, si je joue en anglais, tout ce que je dis, je l'écris, mais c'est un autre commitment, c'est un autre engagement. Ouais, là j'ai tourné un film, un long métrage où j'ai le premier rôle masculin. Et c'est le premier film de Sarah Forestier. Et ça, c'était ma première grosse expérience de cinéma, ouais. Il n'est pas encore sorti.
Ouais, bah, c'est le cas de ce film-là, je pense. Où j'ai dû perdre 17 kilos. Je me suis investi, tu vois. La réalisatrice tenait absolument à ce que je m'investisse dans le personnage. Donc elle m'a emmené à la boxe. Tu vois, j'ai fait quelques mois de boxe. Voilà quoi. Je me suis mis dans des trucs que j'avais jamais fait de boxe de ma vie. Donc elle m'a... Ouais, là je suis à l'opposé de salut, je vais vous faire marrer. C'est vraiment un tout autre... T'as vraiment perdu 17 kilos parce que j'ai vu que t'avais fait la blague par rapport à Oxmo dans une interview. Ouais, je les ai vraiment perdus. J'ai dû les reprendre entre temps, mais ouais. Sur le moment, ouais, c'était la sèche totale. Man on the Moon. J'aime beaucoup Man on the Moon sur la vie de Andy Kaufman, film de Milos Forman avec Jim Carrey, Danny DeVito. C'est pour moi Andy Kaufman, c'est l'humoriste, c'est mon humoriste préféré, puis c'est l'humoriste qui m'a donné envie de faire ce métier. Voilà, Man on the Moon, super film, et ça m'a donné après l'envie de découvrir le bonhomme. Quand tu vois, j'ai appris que c'était une histoire vraie. J'ai été checké sur internet, qui est ce type, quelle est sa vie, impressionnant. C'est quoi mon deuxième et troisième film? Les gens ils te répondent normal à cette question, ils ont tchic-tchac. C'est chaud, il y a trop de ciné, il y a trop de movies, il y a trop de films. Moi, Man on the Moon, par rapport à qu'est-ce que je défends aujourd'hui dans ma vie professionnelle, je te dirais Man on the Moon, franchement. Mais après, il y a tellement de films qui me... Il y a tellement de films. Il y a tellement de films fat. Ouais, moi, mes principales influences, c'est le jazz et la musique classique. Pour moi, dans la musique classique, il y a tout. Il y a tout. C'est-à-dire que, par exemple, tu écoutes du Bach. Pour moi, du Bach, c'est les Beatles, c'est le rock, tu vois, la musique classique, la musique classique, elle a ouvert le chemin à tous les dérivés de musique possible. Mais après, c'est le jazz. Moi, le jazz, il y a une espèce de rage dans le jazz et de puissance mélancolique qu'on peut un peu retrouver dans la musique classique, mais qui est plus contemporaine, vu que c'est pas du tout les mêmes époques, mais qui est plus... quoique il y a des compositeurs classiques aujourd'hui, mais ouais, la musique classique et le jazz. Ouais, ma maman. Ouais, ma maman. La classe, intègre, la droiture, pas de chichi, pas de travailleuse, le sens de l'économie, le sens de l'argent, le sens de la famille. Marum. Ouais. Après, c'est sûr, c'est pas du Ronaldinho. On ramène pas des 180 millions par-ci par-là, mais c'est une autre façon de penser l'argent, c'est une autre façon de penser la vie. Moi, j'ai été éduqué simplement, tu vois. On aime les choses simples. Ça veut pas dire qu'on peut pas être élégant et se faire plaisir, mais simple. Pas de, tu vois. Donc, pour répondre sincèrement à ta question, ma maman, mais sans faire la petite, tu vois, et moi je réponds ma maman pour faire bousser, elle va même pas voir l'interview, c'est ce que je veux dire, mais par principe, tu vois, je te dirais ça. Après, success story, il y a des gens dont le succès, tu vois, mais bon, c'est quoi le succès? L'oseille? C'est quoi le succès? Tu vois, il y a des gens qui te diront c'est fonder une famille, c'est être prêt, tu vois, voir ses enfants grandir. L'interview badante. Ouais, c'est quoi? Ouais, je pense
je pense que c'est important. Je pense que tu peux pas monter sur. Enfin, c'est à mon nom, à mon échelle. Hein. Je dis pas que tout le monde devrait faire comme ça. En tout cas, encore une fois, pour revenir moi à mon éducation et d'où je viens, on peut pas monter sur scène, prendre un micro, s'adresser à 500 personnes et ne pas être profond et ne pas dire des choses sensées, quoi. Je dis pas qu'il faut dire aux gens qu'est-ce qu'il faut faire, mais on peut pas leur dire que pendant qu'ils sont là à m'écouter, il se passe rien dehors. Il se passe des choses et il faut être juste conscient de ça, quoi. Mais après, mon but premier, ça reste de faire rire. Je pense que le message le plus important, c'est on est ensemble, on vit ensemble, et c'est comme ça et on peut rien changer. On peut rien y faire. On est ensemble. Donc du coup, on peut pas faire semblant de ne pas ressentir tous les mêmes choses, parce qu'on ressent tous les mêmes trucs. Tu vois, même si t'as ta vie, il a sa vie, chacun son éducation, chacun grandit là où il a grandi, mais ce qu'on ressent, on le ressent tous. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des choses on peut pas. Et l'univers de mon personnage et l'ambiance qu'il y a dans mon spectacle, c'est ça. C'est un peu à la je vous ai compris, tu vois. Mais en même temps, je rentre pas dans un truc politique, quoi. Je reste vraiment à la surface du social. Justement, on parlait de réussite. Pour certains, il y en a qui réussissent en France, mais pour eux, on considère qu'ils ont vraiment réussi une fois qu'ils réussissent outre-Atlantique, comme Omar Sy. Ouais, et encore, Omar, il se fait tacler. Hein. Les gens disent ouais, il est parti au State, ninana. Quand tu pars faire ta réussite, quand tu pars vivre ta réussite. En fait, quand t'exploses ailleurs, ils disent ouais, attends, il y a un peu ce double discours là. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, bien sûr. Mais c'est pas réussir là-bas. C'est-à-dire, ce qu'on oublie de dire là, c'est-à-dire que par rapport à ta question, par rapport à la tienne, en fait, ce qu'on oublie de dire, c'est que la réussite, en fait, quoi qu'il se passe, c'est le travail. C'est quoi qu'il se passe, c'est taffer. Donc d'abord, travailler. Après, ça dépend dans l'ordre dans lequel tu veux. Moi, en tout cas, je commence à travailler. C'est ici, c'est mon pays, c'est la France, je travaille ici, c'est ma langue. Je travaille là. Je découvre au fur et à mesure où je travaille là qu'il y a d'autres choses ailleurs. Et pour réussir à m'investir dans ce qui se passe ailleurs, c'est une autre langue. Donc il faut l'apprendre. Il faut comprendre les codes du truc et c'est du taf aussi. Il faut faire des petits allers-retours de temps en temps pour aller voir comment ça se passe. C'est du taf aussi en fait. Après tu t'aperçois que quand tu vas à Londres, c'est du taf. Après on te dit ouais à Londres c'est mortel mais il se passe aussi des trucs à Liverpool. Ah ouais putain ok, il faut aller à Liverpool, c'est du taf. Après on te dit Liverpool c'est mortel mais il se passe des trucs en Hollande. Ah ouais, vas-y on y va, hop ça tape, c'est mortel. On dit Hollande c'est mortel mais il se passe des trucs en Belgique. Ah ouais, en anglais, chez les Belges. Ouais. Ah bon, ouais, vas-y. Hop, ça tape, c'est mortel. Jusqu'au jour où t'aperçois qu'en fait au fur et à mesure où tu te déplaces, t'as taffé en fait. C'est pas t'as été drôle 2 fois dans un café et un gars il a dit hey, t'es vraiment. C'est du taf. Je n'accepte pas dans nos écoles qu'il y ait des tables de juifs et des tables de musulmans. Et si dans sa famille, on ne mange pas de porc, eh bien le jour où à la cantine, il y a des frites et une tranche de jambon, eh bien le petit prend pas de tranche de jambon et pendant une double ration de frites. C'est la République. La même règle et le même menu pour tout le monde. C'est ça la République. Je me remets une double ration. Écoles, il y a des tables de juifs et des tables de musulmans. Et si dans sa famille, on ne mange pas de porc, eh bien le jour où à la cantine, il y a des frites et une tranche de jambon, eh bien le petit prend pas de tranche de jambon et pendant une double ration de frites. C'est la République. La même règle et le même menu pour tout le monde. C'est ça la République. Ouais, c'est chaud. Je veux dire, les mecs, s'ils se mettent à manger que des frites, ça va être chaud, quoi.
Que des obèses. Je sais pas quoi dire. Je pense que la vidéo parle d'elle-même. Hein. C'est le truc à la mode en ce moment. Voilà. Ça c'est notre époque. L'époque dans laquelle on vit aujourd'hui. C'est-à-dire que quand sur Internet tout va vite, eh ben, ils arrivent à quand même créer des trucs où ils figent les choses pour nous montrer. Enfin, c'est toute la dualité d'Internet et de la vie dans un mouvement qui naît d'Internet. Je trouve ça tellement absurde. On se rend même pas compte, on se rend même plus compte. Say one thing about Donald Trump, he sure has people talking. Trump is enraging many people with his remarks about Mexican immigrants. They're bringing drugs, they're bringing crime, they're rapists, and some, I assume, are good people. How can you succeed when you say things like that? Well, you can't, again. Juste là, ouais. Bah, c'est déjà pas mal alors. Ouais, and some. Ouais. Bah, ça c'est. De toute façon là, quoi qu'il se passe, ça va être soit lui, soit Clinton. Donc une folle de la guerre et un fou quoi. Donc bon après. Ça m'inspire de ta question, elle me fait raisonner de deux façons. La première, c'est que c'est pas notre pays, les États-Unis. On n'est pas américains, nous. Enfin, jusqu'à preuve du contraire. Moi, j'ai pas encore la green card, les frères. Je sais pas comment ça se passe pour vous, mais du coup, bon, tu vois, moi, je vis en France, quoi. Donc, je suis pas dans un rapport de comment. Tu vois, je juge pas le président d'un autre pays. C'est pas maintenant mon intelligence, mes qualités à moi, qui me font me dire je suis un mec un peu intelligent ou je peux un peu raisonner. Je regarde le bonhomme, je me dis ok, c'est les États-Unis. C'est-à-dire qu'il est l'Amérique, lui. Quand il agit ainsi, ce qu'il est, c'est représentatif de ce qu'est les États-Unis. Et de la même façon que Hillary Clinton représente d'une certaine façon ce qu'est les États-Unis. Barack Obama, moi personnellement, c'est une douille. Hein. Tu sais ce que je veux dire ? Il a plus fait pour les talk-shows. Moi, je l'ai plus vu sur des talk-shows dans des sketchs que, tu vois, qu'agir avec. Enfin, il a agi, t'inquiète pas. Hein, il a fait ses bails. Mais au service de quoi ? Au service de qui ? Tu vois ? Et puis les États-Unis, c'est 300 millions d'habitants. Hein. C'est pas les 10 millions de sa page Facebook, tu vois. Donc je pense que c'est très complexe. Et de toute façon, c'est clair et net qu'entre les deux, il est difficile de différencier lequel est le plus fou de l'autre. Mais c'est clair que le discours qu'il a là sur les Mexicains, il est chaud. Il est chaud. Il est très très dangereux. Hein. Il est dangereux. Parce que c'est clairement du racisme, c'est clairement de la bêtise. Mais c'est ça les fous, c'est qu'ils pensent avoir raison. Je me suis dit, je me suis pas dit un jour, allez, on va aller dans l'univers impitoyable de l'humour. Je me suis. Non, mais vous pouvez avoir une autre phrase en tête. Vous pouvez dire, tiens, j'aimerais bien faire rire les gens. Non, même pas. Je dis, tiens, écrivons des blagues avec des copains et tout. Et j'ai commencé à écrire des blagues, plein de blagues dans un grand cahier de classe qui était à la base mon cahier d'histoire. Et à la fin de compte, fini le cahier de blagues. Parce que vous foutiez de l'histoire, en fait. Hein ? Vous foutiez de l'histoire. Voilà. Il a inventé sa propre histoire. Merci beaucoup. C'était Redon Arjane. Et Alors ça c'est ma première télé. Toute première télé. À l'époque je faisais des scènes ouvertes dans des pizzerias. Et je jouais notamment avec Kev Adams.
On était payé à la pizza. Et un jour, on faisait un plateau pour un type, et le type nous dit, écoutez, moi je fais aussi une émission de télé sur le canal 124, je sais plus c'était quelle chaîne. Donc on y va. Et à un moment donné, je vois, c'est la première fois que je faisais une télé, je vois il y a des maquilleuses et tout, je fais, waouh, c'est mortel. Et je demande à la maquilleuse, je dis, est-ce qu'il y aurait moyen d'avoir, toujours dans le même esprit, tout à l'heure tu me parlais de quel était mon meilleur film, mon film machin, c'est Man on the Moon, et ce personnage, Andy Kaufman, sa particularité, c'était de faire que des happenings. C'est-à-dire où qu'il allait, il se déguisait, il se mettait en scène différemment. Donc je demande à la maquilleuse, est-ce qu'il y a moyen d'avoir une Minerve et un œil au beurre noir? Elle me regarde, elle me dit, mais pourquoi? Je dis, ça va être marrant. Et elle me regarde, elle me dit, mais non, c'est pas marrant. Je dis, mais tu vas pas juger qu'est-ce qui est marrant pas, moi ça me fait marrer. Donc elle commence à me faire un œil au beurre noir, mais une Minerve, et je viens sur le plateau, et je vois Kev, il me regarde, je vois le présentateur, ils étaient tous mal à l'aise, et toute l'interview, c'est 1 heure d'émission, là il y a un extrait de 30 secondes, mais pendant 1 heure, je suis avec ce Minerve et l'œil au beurre noir, et je dis que de la merde. Enfin, je dis pas, c'est-à-dire que je suis que dans un truc où je cherche le malaise, je cherche à créer du malaise. Et si tu veux, cette vidéo, elle est devenue virale, elle est postée un peu partout, 3 millions de vues par là, 2 millions de vues par là. La dernière fois, touche pas à mon poste, il y a Kev et Gad qui sont venus. Il y a un gars qui est venu, il l'a diffusé en mode les plus gros malaises de la télé. Mais en fait, ce qu'ils ne savent pas, c'est que c'est voulu. C'est-à-dire que et puis c'est surtout orchestré, quoi. C'est mis en scène. Mais ils ne le savent pas, ils s'en rendent pas compte. Il y a beaucoup de gens qui ont cru que la vidéo c'était... Ouais. Ouais, c'est un mème. Voilà. Moi, c'est l'une de mes blagues préférées. Je pense que c'est l'une de mes meilleures vannes. C'est horrible cette vidéo. Oh, c'est chaud. Oh, c'est chaud. Il y a toute la merde en fait. Tu pars, tu reviens, tu découvres la félonie, tu te tapes, tu attends que la personne change d'avis, elle bouge pas, tu te retapes, tu vas jusqu'à aller perdre ton œil, tu te mets en danger en fait pour l'autre, alors que l'autre elle est prête à te mettre, à te jeter dans le vide, quoi. C'est-à-dire que ce petit pingouin là qui se bat pour sa femme et ses enfants, il a plus d'humanité que certains êtres humains en fait. Et c'est terrible parce qu'in fine, elle le tège. Et le commentateur il dit, eh bon ça va, il reste 12 millions d'autres comme toi, tu vas trouver, il y a d'autres poissons. Mais c'est terrible, elle est terrible cette vidéo, c'est terrible. Et c'est encore plus terrible je pense que d'y voir un parallèle avec l'être humain, parce que ça voudrait presque dire que on pourrait presque donner raison. Enfin c'est terrible. De toute façon on vit dans un monde là, je pense que il faut agir vite. Et ça passe par l'éducation. À force de la voir arriver sur tous les sujets avec ses gros sabots. Une vraie prison. On est en droit de... Dans la rue, tranquille, béret, sur scène, chapeau. Ah. Une période des Beatles et une période des Rolling Stones. Mais sinon, les Clash. Moi, je suis les Clash. The Who, les Clash. En te bouffant des yeux. Renaud au début, Gainsbourg à la fin. En même temps, il faut reconnaître que la formule est belle, quoi. Il y avait bien mon grand frère qui riait sincèrement à cette... Piano pour madame, guitare sur scène. Merci de m'avoir sollicité pour répondre à vos questions. Et lâchez rien. Faut avancer sainement et avec bienveillance, quoi qu'il se passe.